Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la ministre en charge des comptes publics. Avant d'évoquer, Amélie de Montchalin, la situation économique et budgétaire de notre pays, venons-en à ce qui s'ouvre à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec la loi narcotrafic que vous portez d'ailleurs avec les ministres Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Il y a des oppositions assez fortes, pas seulement à gauche, mais aussi dans votre camp, au niveau du socle commun. Qu'est-ce que vous dites ce matin à ces députés qui hésitent à mettre tous les moyens pour lutter contre les narcotrafiquants? Je leur dis que c'est une menace pour toute notre nation et que c'est à notre nation, dans son ensemble, d'identifier ce fléau qui tue plus de 100 personnes par an, d'identifier ce fléau qui crée une économie qui n'est plus souterraine, qui est une économie désormais assez massive, et que nous devons non seulement identifier le fléau, nous relever, nous battre et vaincre ce fléau du narcotrafic. Et ce qui est inédit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, commence à l'Assemblée le travail sur un texte qui est un texte transpartisan, qui a été proposé par un sénateur les deux sénateurs que je veux ici citer et remercier, les sénateurs Blanc et Durin, qui ont permis un vote à l'unanimité du Sénat. Et oui, autre ambiance au Sénat. Aujourd'hui, nous sommes changer trois à l'Assemblée. ministres, le ministre de l'Intérieur, oui, le ministre de la Justice et moi-même, parce que nous voulons bien sûr renforcer les moyens de l'Intérieur, de la Justice, mais surtout taper au portefeuille les trafiquants. Ça, c'est votre parti. Et donc, ce que je leur dis à ces députés avec qui on va passer la semaine à débattre, c'est qu'on peut avoir évidemment des débats juridiques. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de protéger notre nation contre ce fléau. Je vais vous donner un exemple. Les Pays-Bas et la Belgique, il y a quelques années, ils se sont laissés déborder. Et donc, ils ont eu des assassinats de journalistes, des assassinats d'avocats, des attaques massives sur les ports contre les dockers. Le Premier ministre belge, le ministre de la Justice belge ont été la cible de projets d'actes criminels. Donc nous ne pouvons pas laisser cela se passer dans notre pays. Et donc moi, ministre des Comptes publics, ministre des Douaniers, que je suis très fier de défendre, qui font un travail matin, midi et soir, la nuit, tous les jours, pour saisir la drogue, on doit aujourd'hui renforcer nos moyens pour qu'ils puissent saisir l'argent. Amélie de Montchalin, enjeu vital. Attendez, il y a quelques jours ici, le garde des Sceaux n'a pas dit autre chose, il dit la même chose que vous. Il a évoqué aussi les menaces qui pèsent sur des magistrats. Malgré tout, certains députés, pas seulement de gauche, le répètent, affirment que ce texte et certaines mesures sont trop invasives dans la vie privée des suspects. On parle de narcotrafiquants. Vous répétez qu'on ne peut pas se permettre ça dans cette lutte aujourd'hui? Je vous dis, il y a des débats juridiques, c'est normal. Ils sont que juridiques, c'est pas sur la liberté et la sécurité. Le Conseil d'État a été saisi pour que nous ayons le point de vue de la plus haute juridiction administrative de notre pays pour nous assurer que la ligne était la bonne. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, mon objectif, c'est quoi? Bien sûr qu'à un moment donné, quand on est trafiquant, quand on met des vies en danger, quand on gère énormément d'argent sale, mon objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse saisir les avoirs, saisir les comptes bancaires. C'est qu'on puisse lutter contre toutes les ramifications du trafic, notamment le blanchiment. C'est qu'on puisse sécuriser les ports. C'est qu'on puisse effectivement avoir des techniques de renseignement plus efficaces qui nous amènent, d'ailleurs, vous le voyez, tous les jours, à saisir de la drogue. Et derrière la drogue, nous, on veut saisir l'argent de la drogue. Parce que si on asphyxie les trafics, si on asphyxie l'économie de ces trafics, eh ben on asphyxiera le fléau qui est celui du narcotrafic et qui, on le sait, met des vies en danger et surtout affaiblit notre pays au point de potentiellement nous mettre en danger général. Collectif. Donc c'est une loi d'intérêt général, tout le gouvernement engage sa crédibilité et je crois que toute la nation voit bien le risque et c'est l'objet des débats qu'on aura dans les prochains jours. Une parenthèse, tout le gouvernement engage sa crédibilité, il y a un ministre qui l'engage davantage, ou en tous les cas qui a mis en balance quasiment son départ du gouvernement, c'est Bruno Retailleau qui est sur une ligne de fermeté. Vous partagez, vous, cette ligne de fermeté, Amélie de Montchalin? Et la fermeté, c'est la force de la loi. La fermeté, c'est la certitude de la sanction. La fermeté, c'est ce qui nous permet, sur tous les sujets financiers, de lutter aussi contre les fraudes. Quand l'année dernière, de manière historique, on arrive à détecter 20 milliards de fraudes, à la fois fiscales et sociales dans notre pays, qu'on encaisse 13 milliards de fraudes, c'est aussi la fermeté. Donc la fermeté, c'est évidemment, et c'est la force de chacun des ministres, que de se battre pour avoir les moyens de notre action pour protéger les Français. Mais oui, tout le gouvernement a évidemment une ligne de fermeté, et même, j'allais dire, de sanctions absolues qu'il nous faut faire respecter contre ceux qui ne respectent pas la loi. Venons-en, Amélie de Montchalin, à la situation économique et financière de notre pays dans un contexte international extrêmement tendu et alors que nous devons engager un effort important de défense
séance, le Premier ministre François Bayrou a fermé la porte à un retour à la retraite à 62 ans. Vous avez entendu les syndicats, ils sont vent debout, ils envisagent de quitter la table des négociations. Tout d'abord, est-ce que ce matin, vous nous confirmez que le débat sur les 62 ans est clos? D'abord, j'aimerais ici qu'on... Est-ce qu'il est clos? Le débat, c'est celui de savoir si oui ou non on fait confiance à la démocratie sociale. Vous savez, pendant des semaines, pendant des mois, on nous a expliqué que les gouvernements dans notre pays n'écoutaient pas assez les Français. Et aujourd'hui, alors que le Premier ministre a pris un engagement très fort, c'est celui de confier dans un moment de grande gravité aux partenaires sociaux le sujet des retraites. Alors pourquoi ferme-t-il une porte sur laquelle les syndicats pouvaient, et les partenaires sociaux de manière générale, discuter? Ce que j'ai à vous dire, c'est que les syndicats, les organisations patronales, ils vivent dans la France d'aujourd'hui. Ils vivent dans le monde du travail d'aujourd'hui. Ils ont reçu un cadrage que tous les Français ont vu de la Cour des comptes, qui montre qu'il y a un déficit de 6 milliards cette année et qu'il y a un déficit qui s'accroît et qui pourrait atteindre, on le voit, 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045. Moi, je fais une confiance infinie aux partenaires sociaux. Je fais confiance à la démocratie sociale. Et en leur faisant confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait qu'ils sont lucides sur la situation. Et donc, le Premier ministre dit quelque chose. Il a donné un élément de cadrage. C'était pas la règle du jeu du départ. Il a donné un élément de cadrage, le Premier ministre. C'était pas la règle du jeu du départ. C'est que nous devions revenir à l'équilibre en 2030. Certes. Et ce que le Premier ministre dit, c'est que les partenaires sociaux ont toutes les cartes, sauf mais que tout le monde voit bien que revenir à 62 ans ne permet pas de revenir à l'équilibre. Moi, je croyais naïvement que c'était aux partenaires sociaux de travailler et au Parlement ensuite de légiférer, quel que soit, sur tous les sujets, sans qu'il y ait ni un tabou, ni un sujet qui est clos. C'est le cas depuis hier. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est fini? La retraite à 62 ans, vous dites c'est derrière nous? La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste c'est pas réaliste. Maintenant, ce qu'il faut dans notre pays, c'est que nous arrivions collectivement à nous dire que la démocratie sociale est un gain. Moi, j'ai été ministre de la fonction publique. Je peux vous dire quelque chose. Toutes les réformes que nous avons réussi à faire dans la fonction publique et qui sont des réformes importantes, on les a faites parce qu'on a fait confiance aux partenaires sociaux. Ce matin et depuis hier, que disent les syndicats? D'abord, ils sont vent debout, ils veulent quitter la table des négociations, le fameux conclave. Et plus, certains affirment en réalité que c'était un artifice, ce conclave, pour, je finis juste la phrase, ne pas tomber sous le coup d'une censure. Autrement dit, que tout ça a été fabriqué. C'est une vision que je pense totalement erronée de la chose. Nous avions un débat parlementaire, vous le savez, sur la réforme des retraites en 2023, qui a été un débat qui a amené une réforme. Nous avons vu que cette réforme, collectivement, n'avait pas épuisé les débats que la société avait avec elle-même sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur l'équité entre les hommes et les femmes. Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est on va faire un cadrage parce qu'on ne peut pas aggraver le déficit. On va regarder quels sont les leviers et on va donner tout ça aux partenaires sociaux parce qu'on fait confiance à la démocratie sociale. Ce qui est clair, c'est que le cadrage budgétaire... Confiance, mais restez lucide, vous ne pouvez pas revenir à la retraite à 62 ans. Aujourd'hui, moi je fais confiance aux partenaires sociaux, ils vivent dans le pays d'aujourd'hui. Vous répétez cette phrase comme un mantra, mais eux, ils vous font plus confiance. Parce que c'est quoi l'alternative? Quand vous avez une majorité politique qui est divisée, quand vous avez un paysage français social qui est divisé, quand vous avez un objectif, qui est celui du désendettement, pas parce que c'est un mantra, mais parce que si derrière on laisse la dette s'accroître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd notre capacité à être une puissance. Notre souveraineté, on va en parler. Ça veut dire qu'on perd notre souveraineté. Et donc, au cœur du déficit, il y a le sujet des retraites. Ce qu'a voulu faire le Premier ministre, en pleine authenticité, en pleine honnêteté, c'est de dire, dans notre pays, si dans un moment aussi grave, de risque de division, avec des enjeux financiers aussi importants, on n'est pas capable de faire confiance à la démocratie sociale, alors il nous reste quoi? L'impuissance. Et derrière l'impuissance, c'est les extrêmes. Et derrière les extrêmes, c'est la division. En tous les cas, le RN et la gauche, là, ils s'entendent pour dire non, c'est pas possible. Vous nous avez eu, pardonnez-moi, c'est ce qu'ils se disent. Ce qui serait, pour moi, le risque, si on avait voulu avoir qui que ce soit, on se serait, dans ce cas-là, lancé dans un objectif où on aurait tout cadré, tout empêché. Ce qui a été cadré, c'était de dire, 1, on doit revenir à l'équilibre, 2, s'il y a un accord, il va au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, on en reste à la réforme actuelle. Ça n'a pas changé. Et de dire que dans les conditions financières actuelles, vu ce que dit la Cour des comptes, il est difficilement réaliste de revenir à 62 ans, je pense que là aussi, c'est de l'honnêteté. Amélie de Montchalin, de son côté, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, s'inquiète de l'inverse, si je puis dire. Il estime que le débat sur la retraite est totalement dépassé. Il a d'ailleurs ironisé sur le conclave de François Bayrou. Et il lui a encore répondu hier que la démocratie sociale, il est pour, Édouard Philippe, mais sur des sujets qui ont un sens. Autrement dit, pas sur une loi déjà votée. Est-ce qu'il a raison? Moi, je vois un point qui doit pouvoir nous unir. C'est qu'est-ce qui, dans notre pays aujourd'hui, nous permet de financer nos priorités. Vous savez, la dépense publique,
C'est soit des investissements pour nos priorités, soit c'est nos dépenses habituelles et parfois nos dépenses inutiles. Et je vois un sujet qui peut permettre de nous unir face à ce défi de l'endettement. Lequel ? C'est le travail. C'est le travail Travailler plus, comme le dit Édouard Philippe. Mais il y a dans notre pays, vous savez, des gens qui ne voient pas ça comme un sacrifice. Au moment où il y a eu des débats aussi fournis, vifs sur les retraites, vous dites travailler plus. Oui, parce que travailler plus, c'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Quand vous êtes un jeune qui cherchait du travail... Travailler plus pour gagner autant. Hein. Pour gagner plus. Vous êtes chômeur. Plus personne n'y croit. Vous êtes jeune. Vous cherchez à vous insérer dans le monde du travail. C'est difficile. Eh bien, ce jeune qui veut travailler plus, moi, je souhaite qu'il puisse effectivement travailler plus. Les gens seniors de plus de 50 ans, qui se retrouvent malgré eux au chômage, qui veulent travailler plus, moi, je souhaite qu'ils puissent travailler plus. Mais vous savez, si on résout le chômage des jeunes d'une part, le chômage des seniors de l'autre, et qu'on se remet au niveau de nos voisins allemands, ça nous fait créer 1,5 million d'emplois, et ça réduit mécaniquement le déficit de 25 milliards. On est d'accord, mais alors vous nous direz où est cachée la baguette magique, parce que nous, ce qu'on voit, c'est une croissance qui est revue à la baisse par la Banque de France, la dépense publique qui croît à un rythme 2 fois plus important que la richesse nationale, l'agence de notation Fitch, a maintenu la note de la France, mais assortie d'une perspective négative. En réalité, on a un sursis, mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu, malheureusement, notre souveraineté ? Moi, jamais vous m'entendrez avoir l'esprit de défaite. Non, mais je veux la lucidité. Est-ce qu'on n'a pas perdu notre souveraineté ? C'est que nous sommes un grand pays et je pense que nous pouvons, en nous unissant, en regardant les choses en face, regarder quelles sont nos priorités qui changent. Un grand pays. Nous sommes un grand pays. 300 milliards d'euros de dette. Ça va s'alourdir. 150 milliards d'ici à la fin de l'année. Nous mettre d'accord sur les priorités, ça permet de quoi ? Ce sujet de la dette, c'est l'engagement de la vie politique du Premier ministre. C'est l'engagement numéro 1 qu'il a mis dans son discours de politique générale. Donnez-moi une décision forte, une orientation nette qui prouve que vous vous engagez sur la pente du désendettement. Vous savez, en 2025, l'État, le budget de compromis que nous avons trouvé, il permet de réduire la dépense de l'État de 23 milliards. C'est le plus grand effort de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État depuis 25 ans. Depuis 25 ans, nous n'avons jamais mis l'État aussi fortement sous pression que dans ce budget 2025. Et vous savez quoi ? On va suivre ce budget comme on l'a jamais suivi. Pourtant, certains disent que le budget est déjà dépassé, qu'en réalité, vous-même, Madame la Ministre, vous travaillez sur des gels de crédit, mais que vous ne pouvez pas le dire tant la situation, malheureusement, est difficile. Alors, la première décision qu'on a prise avec Éric Lombard, c'est de vous dire que cet engagement des 5,4% de déficit, qui sont encore très élevés et qui doit nous emmener beaucoup plus bas en 2029. Avec Éric Lombard, avec le Premier ministre, parce qu'on a eu un compromis politique, on doit une transparence totale à l'ensemble des acteurs et aux Français. Dans 15 jours, au tout début du mois d'avril, nous allons réunir de manière inédite l'ensemble des acteurs, les parlementaires, les élus des grandes collectivités, les représentants d'associations de toutes les collectivités d'ailleurs, les caisses de la sécurité sociale, pour mettre sur la table de manière totalement transparente là où nous en sommes, où est la croissance, et vous le savez. Où en sont les recettes. Pourquoi se réunir pour acter de ce que vous savez déjà, Madame la Ministre ? On a le temps encore ? Qu'on puisse prendre des décisions démocratiques, qu'on puisse prendre des décisions collectives, pas des décisions dans mon bureau où je signe un décret et où, un peu en catimini, on organise les choses. Non, on veut le faire de manière transparente parce que mon objectif, c'est de réconcilier les finances publiques et la démocratie. La démocratie. Les finances publiques et la démocratie. Bien sûr. La démocratie, c'est ça qui fait qu'on a un budget. Mais la France, c'est le compromis qui a fait qu'on a un budget. Alors, et donc, on doit pouvoir, dans la même méthode, dans l'exécution de ce budget, dans sa mise en œuvre, regarder ensemble là où on en est, et si on a moins de recettes, et si la croissance cale, eh bien de prendre ensemble les décisions sur les dépenses. Sur la défense, par exemple, Amélie de Montchalin, aujourd'hui, le budget de la défense, c'est 50 milliards. Il faudrait en réalité 100 milliards à partir de, disons, de 2030. L'effort de défense est assurément indispensable. Mais quid, et je suis sûre que beaucoup de nos téléspectateurs et auditeurs se posent la question, quid de nos hôpitaux ? Je pourrais vous citer tant et tant de domaines aujourd'hui qui ne peuvent pas bénéficier de cet effort de réarmement aussi quelque part. Je sais que ce débat-là, vous dites, on ne peut pas comparer. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'un grand pays comme la France, heureusement, notre but, c'est pas qu'on ait à choisir entre des hôpitaux qui nous soignent et une armée qui nous protège. Ce serait absurde. Ce serait, au fond, d'acter que nous ne pouvons rien faire. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'avec Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, qu'est-ce qu'on fait ? On a pris 3 chantiers. Le premier, c'est un chantier d'efficacité. Sur les médicaments, on peut acheter moins cher, on peut mieux négocier, on peut moins prescrire des médicaments inutiles. Ça nous fait gagner de l'argent. Le deuxième chantier, c'est notre financement. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, toute la dépense de sécurité sociale maladie repose beaucoup, encore beaucoup trop, sur les seuls actifs, moins de pouvoir d'achat, moins de compétitivité. Dans votre question, il y a déjà la réponse. Troisième sujet. Non, c'est pas normal à vous entendre. Oui. La fraude, c'est 3 milliards d'euros vous en avez parlé. Sur la fraude sociale qui ont été récupérés en 2020. Et avec le Premier ministre, évidemment qu'on va regarder tous les sujets. La dépense sociale ?
Tous les sujets. La dépense sociale, c'est un vrai sujet ? Dans la dépense sociale, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qu'il faut évidemment, d'ailleurs, sur lesquelles on continue à investir. La France est le pays de l'Union européenne où la dépense publique est la plus élevée par rapport au PIB. Et c'est pour ça que le Premier ministre a demandé de manière inédite à tous les ministres de nous faire une revue de nos missions, quelles sont nos priorités, et qu'on sorte de la construction du budget par l'habitude. Vous savez, on prend le budget de l'année dernière, on y rajoute l'inflation et ça fait le budget. Ou on prend le budget de l'année dernière, on y rajoute des nouvelles priorités et on retire jamais les priorités qui étaient là avant et qui peut-être n'ont plus lieu d'être. C'est du bon sens, c'est difficile. Le Premier ministre nous y a engagé d'y commencer dès le vote du budget. On n'a pas attendu, vous voyez, en se reposant le printemps, puis l'été. On va faire un effort inédit parce que derrière, c'est notre souveraineté financière. C'est-à-dire les Français. Nous, les ministres, et avec les Français, vous avez bien raison, parce que ces choix-là, on ne peut pas les faire de manière cachée. On va faire une grande opération dans les prochaines semaines, je vous l'annoncerai, une opération transparence. Eh bien, on vous suivra. Nos impôts, nos dépenses, la situation soient partagées et qu'on fasse les choix ensemble, de manière démocratique et de manière transparente. Je voudrais conclure, Amélie de Montchalin, pour faire réagir à la manière avec laquelle a réagi justement Jean-Luc Mélenchon à la question sur les affiches à caractère antisémite de Cyril Hanouna. Il a hurlé aux journalistes « ça suffit maintenant ». De quoi une telle réaction est-elle le révélateur, selon vous ? C'est une très grande fébrilité et je pense, au fond, d'un très grand malaise avec ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est être capable de se mettre d'accord sur l'essentiel et notamment sur le fait que l'antisémitisme et ses relents n'ont aucune place dans notre pays. Donc, ce que je vois moi, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à nous diviser, à tout opposer, à tout conflictualiser. C'est pas ma conception. Ni du débat, ni de la démocratie, ni du respect qu'on vous doit à vous, journalistes. Vous nous posez des questions pas toujours faciles, mais parce que vous nous posez des questions pas toujours faciles, on doit aux Français de rendre compte. On doit aux Français d'être clairs sur ce qu'on veut faire et probablement pas, et je n'aime jamais, de trouver que c'est dans l'invective et dans la violence qu'on va trouver une solution à notre pays, dans ces situations qui nous demandent tous des efforts, mais tous aussi du calme et d'être à la hauteur de nos fonctions. Eh bien, merci pour ce respect mutuel. Merci Amélie de Montchalin, c'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt.